14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. La vie à deux, et oui, la vie à deux, ce n'est pas ne faire qu'un seul, c'est plutôt 1 + 1 = 3. Chaque membre du couple qui s'autonomise quand même un peu, et puis le couple lui-même, ce qui veut bien dire que chacun doit garder donc sa vie, si je puis dire, voire même son jardin secret. J'ai jamais été pour la transparence parce que notre partenaire n'est pas notre parent et il me semble que vouloir tout se dire, c'est quand même assez infantile. Yves-Alexandre Talman est avec nous durant ces 2 heures et il va revenir sur ce thème de jardin secret et il va parler également de l'écoute, parce que c'est vrai que c'est normal d'écouter son partenaire. Pour autant, on ne doit pas se sentir obligé d'être son thérapeute. Bref, comment vivre à deux en ne formant qu'un de temps en temps, mais en ayant chacun ses objectifs et en restant soi-même. C'est un sujet certes complexe, plus complexe qu'il n'y paraît. Forcément, la vie à deux, ça nous oblige à faire des compromis, mais ça demande peut-être aussi à poser ses limites. On en parle avec vous et on vous invite évidemment à venir témoigner au 0826 300 300. Bonjour Yves-Alexandre Talman, merci d'être avec nous. Bonjour Brigitte. Alors vous êtes psychologue spécialiste en développement personnel, vous avez écrit de nombreux ouvrages. C'est quoi votre dernier livre? Vous en écrivez tellement, j'arrive plus à suivre. Oh là, j'ai fait une petite pause, mais c'est plutôt le tout prochain qui va paraître d'ici quelques mois, qui va s'appeler Adieu la culpabilité, et ça vise cette fois la réconciliation avec soi-même et avec les autres. Bah, vous avez déjà fait un livre sur la culpabilité? Oui, ça fait 20 ans. Oui, non, mais vous voyez, je m'en souviens quand même. Oui. C'est un nouveau sujet. Et donc, il y a des nouveautés maintenant. Oui. Bon, enfin, on va pas parler de culpabilité aujourd'hui, quoique. On peut se sentir, on peut se sentir coupable dans le couple de pas en faire assez, par exemple, pour l'autre. Non, vous aviez envie d'aborder la question du jardin secret. Oui, et aussi de l'écoute, comme vous l'avez dit, parce que il est de bon ton de dire que l'écoute est une vertu, est une qualité, et que l'on se doit d'écouter, surtout si on veut afficher de la bienveillance. Mais c'est aussi un piège qu'on retrouve du reste chez les psychologues, les psychothérapeutes. Parfois, il faut aussi stopper son écoute, parce que à ce moment-là, on pourrait donner un petit peu trop de place à ce qu'on pourrait appeler une auto-victimisation. En langage courant, ce sont des jérémiades. Donc, quand notre écoute encourage l'autre à continuer Je à se reconnais victimiser... votre langage, vous parlez vrai. Comme... Ah, c'est le thème de l'émission. Jérémiade de son partenaire. Enfin, franchement, Yves-Alexandre Talman. Quoi qu'il en soit, on voit bien qu'il y a une écoute qui n'est pas aidante à partir d'un certain moment, parce que on peut amener l'autre à se complaire dans son état, et puis j'aime bien dire qu'on devient la poubelle de l'autre. Vous savez, finalement, l'autre n'éprouve pas le besoin d'aller en thérapie, puisque de toute façon, on est toujours là pour tout écouter, tout accepter, tout prendre. C'est ça, mais ça va un petit peu plus loin parce que ça l'encourage, effectivement. Si on est là à l'écoute, à ouvrir les écoutilles, on va dire, peut-être aussi que ça évite à l'autre de se remettre en question, et puis à un moment donné de prendre les problèmes à bras le corps pour en faire quelque chose, effectivement. Donc il faut écouter bien sûr, mais à un moment il faut savoir dire stop. Mais c'est pas simple. Comment on fait pour savoir quand est-ce qu'il faut dire stop? Alors effectivement, l'écoute c'est un art, et on va dire la non-écoute, ou à un moment donné dire stop, maintenant ça dépasse un certain cadre, où il faut aller plus loin, chercher de l'aide professionnelle par exemple. C'est pas un manuel qui va nous dire voilà, à ce moment précis, après 5 minutes, après un quart d'heure, après 5 heures, il faut s'arrêter. J'ai l'impression que c'est lié au fait de la boucle qui se répète, un petit peu comme les ruminations mentales. À un moment donné, la personne, elle tourne, elle redit la même chose, comme si rien n'avait changé, comme si rien n'avait évolué. Et le fameux petit vélo dans la tête, quoi. C'est ça. Alors, le vélo, il devient un tandem, si vous me passez l'expression. Parce que effectivement, là, ça se joue à deux. On parle même de co-rumination. C'est un terme technique où la personne, elle va pas faire cette rumination mentale silencieuse dans son esprit, mais va le faire
à haute voix, et puis quelqu'un d'autre va donner l'écho, qui fait qu'on continue à tourner. Alors, ce petit vélo qui devient un tandem dans la communication, effectivement. Mais ça existe aussi en thérapie. Il y a des thérapeutes qui se disent bon, c'est pas grave, moi, il paye, tant qu'il continue le petit vélo, il restera longtemps. Malheureusement, oui, je ne peux que vous donner raison, mais voilà, dans tous les corps de métier, on a des professionnels qui sont peut-être un peu moins consciencieux ou scrupuleux que d'autres, c'est vrai. Oui, moi qui ai l'habitude d'écouter, c'est vrai que j'entends parfois des gens où on sent que de toute façon, ils ne nous écoutent pas. C'est-à-dire ceux dont vous parlez, qui ont le petit vélo dans la tête, pour prendre cette expression un peu populaire, au fond, n'écoutent pas ce qu'on va leur dire et ce qu'on pourrait leur conseiller. C'est ça. On voit bien, et même dans les consultations psychologiques, psychothérapeutiques, on a ce profil. Parfois, ça va même plus loin. On les appelle, c'est le terme anglo-saxon, les therapist killers, les tueurs de thérapeutes, parce qu'ils viennent et puis ils vous disent, de toute façon, j'ai déjà été voir votre collègue, il n'a pas pu m'aider. Et puis après, ils reviennent, puis séance après séance, ils disent, mais ça m'aide pas, ce que vous faites, ce que vous me dites, ça ne m'aide pas. Donc c'est le plaisir de vous mettre en échec, quelque part. Aussi, mais effectivement, si on leur donne de bonnes suggestions ou des pistes pour aller de l'avant, ça signifie aussi qu'ils les ont pas trouvées par elles-mêmes, ces personnes, donc ça les met un peu en défaut. C'est paradoxal, mais voilà, l'esprit humain est compliqué, c'est pas ici qu'on va le rappeler. Oui, et puis en même temps, on est dans une société actuelle où on encourage la victimisation, donc se plaindre en continu, finalement, c'est être une belle victime. Oui. J'ai remarqué dans les livres qui sont sortis récemment plusieurs thèmes qui vont dans ce sens-là, de ce qu'on considérait comme une qualité, on va dire indiscutable, peut aussi révéler des défauts, comme l'empathie. L'empathie peut être manipulée et à manifester de l'empathie à certains encontres et pas à d'autres, peut être préjudiciable. C'est la même chose avec l'écoute. C'est pas qu'une qualité. À certains moments, justement, il faut savoir mettre des limites à son écoute. Eh bien, c'est ce qu'on va apprendre durant ces 2 heures grâce à vous, Yves et Alexandre Talman. On fait une petite pause et puis on va donner la parole à ceux qui ont envie d'être écoutés, mais pas trop quand même. On a bien compris. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Yves Alexandre Talman, nous parlons de notre jardin secret et des limites qu'il faut mettre, notamment dans l'écoute de l'autre. Tom est avec nous. Bonjour, merci de prendre la parole, Tom. Bonjour Brigitte, bonjour à votre invité. Yves Alexandre. Merci. Bonjour. Donc vous êtes pour la transparence, c'est ça ? Oui, c'est ça. Moi, avec ma compagne, en tout cas, moi personnellement, j'ai pas de jardin secret en soi, donc c'est vrai qu'on échange beaucoup, on discute beaucoup, et ça se passe très bien. Alors c'est vrai que malgré tout, étant chef d'entreprise, il y a certains aspects de mon métier que je lui épargne, des quelques tracas parfois, mais sans quoi, sur la vie de couple, non, pas vraiment de jardin secret à ce niveau-là. Non, mais la vie de couple, il n'y a pas de raison d'avoir un jardin secret dans la vie de couple, puisque c'est votre vie de couple, donc c'est votre vie à deux. C'est ça, tout à fait. Mais le jardin secret, ça pourrait être, par exemple, si vous avez une collègue qui vous drague, est-ce que vous avez besoin de le raconter à votre femme ? Ouais, dans ce cas-là, non. C'est vrai qu'à ce moment-là... vous voyez bien. C'est vrai, mais bon, non, c'est vrai qu'on va pas non plus chercher un petit peu les conflits entre guillemets ou les crises de jalousie quand le couple va bien. Oui, et puis ce serait inutile. Ce serait soit pour la blesser, soit pour la rendre jalouse, soit pour faire le fanfaron. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Yves Alexandre Talman, mais ça me paraît pas utile. Non, effectivement, c'est peut-être le mot de transparence qui mérite d'être défini très précisément. Moi, j'aime bien l'expression qui consiste à affirmer je dis ou on dit tout ce que l'on pense, ou on pense tout ce que l'on dit. On voit que c'est pas du tout la même chose. Donc je vais pas dire tout ce que je pense. Certaines choses m'appartiennent. Ce sont des pensées qui vont peut-être pas faire du bien, puis même qui me traversent l'esprit comme ça. Par contre, ce que je vais effectivement dire, je le pense sincèrement. Alors peut-être que là on a sincérité versus transparence qui apparaissent, et on voit bien que la sincérité est davantage utile pour la vie de couple qu'une transparence.
Vous savez, d'être transparent, c'est pas drôle, parce qu'on voit à travers nous, mais on nous voit plus au final, dit de façon tout à fait simple. Oui, et puis il y a, enfin, je sais pas, Tom, par exemple, je cherche des exemples simples, hein, mais si un soir votre femme, elle fait quelque chose à manger qui est franchement pas terrible, c'est pas la peine de lui dire, si? Oui, après, sous le ton de l'humour, on peut très bien, sous forme de taquinerie, faire une allusion comme quoi assez surpassé ce soir, c'est de l'ironie ou du deuxième degré. Parce que si elle s'en rend compte elle-même que son plat n'est pas une réussite, ça met un peu d'humour. Non, mais si elle s'en rend compte elle-même, il n'y a pas de problème. Mais si, je sais pas, par exemple, si elle fait n'importe quoi, enfin, un pot-au-feu et qu'elle fait ça moins bien que votre mère, c'est pas la peine de lui dire. Enfin, je sais pas. Oui, c'est sûr. Non. C'est sûr. Même si elle me pose la question, est-ce que tu le trouves meilleur que celui de ta mère? Qu'est-ce que je dois répondre à ce moment-là? Ah, bah voilà. Qu'est-ce que vous répondez? Demandez à Yves-Alexandre Talman, qu'est-ce qu'il faut répondre? Bon, ça dépend de la relation qu'on a avec sa ou son partenaire. Et sa belle-mère. Sa belle-mère aussi, oui. Peut-être qu'il y a une façon... elle est pas si élégante que ça, mais pourquoi pas, hein, qui consiste à poser la question en retour à la personne qui nous interroge à ce propos. Hein. Alors, est-ce que mon plat, mon pot-au-feu est meilleur que celui de ta maman? On peut être sincère en disant est-ce que tu préfères que je sois sincère ou est-ce que tu préfères que je te fasse plaisir dans ma réponse? Ah oui, on renvoie la balle en quelque sorte. Hein. Mais c'est un peu le propre de la communication quelque part, c'est ne pas décider à la place de l'autre. Souvent c'est un petit peu ça le problème. On anticipe que certaines choses vont blesser. J'imagine, hein, je ne dis pas que j'apprécie pas vraiment le pot-au-feu de ma chérie. Et puis voilà, 10 ans plus tard, ça sort. Dans une dispute, et puis là elle risque de me reprocher en disant mais pourquoi pendant 10 ans tu as mangé ce plat en prétendant que tu l'aimais alors que c'est pas le cas. Donc ça questionne aussi, hein, et peut-être qu'on peut anticiper ces choses-là, et évidemment là on parle de plats dans la cuisine, on parle pas de plats amoureux au lit, hein, ou ailleurs, mais là. Dans l'intimité, hein, ça va chercher beaucoup plus loin, hein. Non, mais vous avez raison d'ailleurs, Yves-Alexandre Talman, quand il y a ce qui semble pas être le cas de Tom, on a l'impression, Tom, que votre couple fonctionne bien, mais quand il y a des petits accros dans le couple, c'est vrai que c'est parfois 10 ans plus tard qu'on va reprocher à l'autre de ne pas nous avoir dit ou d'avoir dit quelque chose. Et c'est là où on voit qu'en effet il y a eu une mauvaise communication. Tom, ça a l'air de bien fonctionner chez vous. Oui, on a une période l'année dernière où c'est un peu plus compliqué, mais aujourd'hui tout va bien. Mais c'est vrai que pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est vrai que pour éviter de faire blesser quelqu'un et ne pas dire, dans l'exemple que vous disiez, 10 ans après la vérité surgit, ça fait encore plus mal parce que ça a été dit 10 ans après, quoi. Donc d'une manière ou d'une autre, je pense qu'il faut qu'on aborde le sujet, peut-être pas au moment précis où le sujet est abordé, mais peut-être justement lors d'une discussion ultérieure pour revenir sur ce sujet-là, plus posé, plus calme, avec un peu plus de recul pour expliquer un petit peu les choses. Oui, mais vous avez des sujets dans votre couple, Tom, qui sont compliqués à aborder ou pas? Non, pas vraiment, à dire vrai. Non, tant mieux, c'est plutôt bon signe. Ça prouve que vous avez tous les deux la possibilité d'aborder tous les sujets, parce qu'il y a des couples où on sait qu'il y a des sujets qui sont un peu glissants. Hein. Oui, certainement. C'est vrai que j'imagine que dans d'autres couples, c'est un peu plus compliqué. En même temps, on a entendu dans ce que vous dites que vous ne parlez pas trop de vos soucis professionnels. Non. Et pourquoi? Non, est-ce que c'est par peur de vous montrer moins capable de tout tenir, ou est-ce que c'est pour pas la stresser, pour pas l'inquiéter? Exactement, pour pas stresser, parce que c'est vrai que la vie d'un chef d'entreprise, et encore, je suis pas un chef d'entreprise du CAC 40, hein, donc ils sont certainement plus sereins que les petites entreprises, mais ça, je veux pas non plus la tracasser outre mesure par rapport à mon activité professionnelle. Mais peut-être qu'elle aimerait bien pouvoir vous épauler quand vous êtes un peu stressé. Ça vous est venu à l'esprit, ça, ou pas?
Oui, parce que c'est vrai que quand elle ressent, on est assez fusionnel, donc elle ressent quand quelque chose ne va pas, donc elle m'interroge, elle me questionne. Et la première question, c'est par rapport au couple. Non, tout va bien, c'est le boulot. Donc à ce moment-là, quand elle essaie de me tirer des verres du nez, j'essaie de lui expliquer simplement les difficultés que je rencontre actuellement sur le moment, et puis voilà. Et alors je souris parce que la première pensée qui vient aux femmes en général, c'est est-ce que c'est le couple qui va pas bien? Vous êtes d'accord, Yves Alexandre Talman, hein? C'est quand un homme a l'air un peu inquiet ou un peu stressé ou un peu contrarié, c'est la première chose qui vient à l'esprit des femmes. Hein. Difficile pour moi de répondre à cette question par définition, mais par contre, il y a beaucoup de sagesse là derrière de faire une sorte de sas entre la vie professionnelle et la vie de couple, de famille. C'est même des études vraiment poussées qui l'ont montré. Je pense là à John Gottman qui a mis ça en place il y a déjà plus d'une dizaine d'années. Ça a été reproduit, répliqué depuis. Mais c'est en fait sur la gestion du stress. On a remarqué que dans les couples où le stress professionnel de l'un, de l'autre, des deux était mis sur la table, la table à manger du couple. Donc dans la discussion, c'est des couples qui étaient plus facilement en détresse. Donc c'est comme si le conseil qui était donné ici, c'est de trouver des moyens de gérer son stress professionnel sans l'importer dans le couple ou dans la famille, ce qui va justement soigner la relation et éviter d'entrer dans un souci partagé. Je me fais du souci pour mon job, puis après l'autre, mon partenaire, se fait du souci pour moi qui me fait du souci, et ça risque justement d'entrer dans ces boucles de rumination, dans ce petit vélo qui va se transformer en tandem justement. Eh ben donc Tom, bravo, vous avez raison, vous faites comme il faut, continuez comme ça. C'est gentil, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on se retrouve dans un instant avec le Love Conseil, notre niveau d'attachement. Faut-il toujours être à l'écoute de son ou de sa partenaire et comment préserver notre jardin secret? On en parle aujourd'hui avec Yves Alexandre Talman. Venez apporter votre témoignage au 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Yves Alexandre Talman, on va parler du niveau d'attachement. Je sais que vous connaissez forcément les trois niveaux d'attachement, sécure, évitant ou anxieux. C'est très très connu, donc je vous ferai pas l'affront de vous expliquer de quoi il s'agit. En tout cas, ça permet pour ceux qui nous écoutent de mieux comprendre où se situe notre partenaire. Alors il y a d'abord les personnes qu'on appelle sécures, qui sont généralement, alors c'est 70%, je crois, de personnes sécures en moyenne. Donc c'est la majorité, et c'est évidemment des personnes qui sont plus faciles dans les relations amoureuses, puisqu'elles sont naturellement dans la capacité à être dans l'intimité sans s'inquiéter, plus facilement aussi capables de communiquer, et généralement avec une capacité à gérer leurs émotions un peu plus dans la norme, si je puis dire. En revanche, les personnes qui sont sur le modèle évitant sont généralement moins à l'aise avec l'attachement. Elles peuvent se montrer en apparence indépendantes, mais c'est souvent une façon de ne pas trop s'engager, et elles posent généralement pas trop de questions non plus sur la relation, parce qu'elles ont pas envie de provoquer une rupture, et elles ont tendance à instaurer une petite distance affective. Et les personnes anxieuses, c'est peut-être les plus complexes, parce qu'en effet, elles peuvent se montrer hyper attachées, hyper susceptibles, avec des comportements parfois assez contradictoires. Voilà, donc c'est pas inintéressant quand même, je trouve, Yves Alexandre Talman, d'essayer d'analyser quel genre d'attachement a eu notre partenaire dans l'enfance, parce que c'est évidemment dans l'enfance que ça se dessine. Oui, c'est on va dire le premier pas sur le chemin, de pouvoir identifier, de mettre des mots sur ces styles d'attachement. Après, l'autre aspect, c'est les pas suivants, c'est-à-dire comment modifier ces styles d'attachement, puisqu'on a affaire quand même à des croyances qui sont bien solidement ancrées, si elles remontent à nos figures d'attachement, papa, maman et autres. Et à l'heure actuelle, on a mis le doigt quand même sur les mécanismes qui permettent de modifier ce type de croyances vraiment profondes, vraiment enfouies. Et c'est un petit peu paradoxal parce que
prendre conscience, en discuter, même avec un thérapeute, ne va souvent pas être suffisant. Ce qu'on a pu constater, c'est que il fallait amener notre cerveau, parce que là on est dans les neurosciences, notre cerveau à faire une erreur de prédiction. C'est-à-dire de demander par exemple à son partenaire qu'est-ce qui va se passer, à ton avis, dans notre relation, etc., pour que le scénario anticipé soit mis en défaut. Et cette façon-là de faire amène la croyance à pouvoir être réécrite. Et c'est donc très intéressant de confronter la personne, pas simplement au niveau des mots, mais vous voyez que là, il y a un passage à l'action. Par exemple, oui, mais je suis sûr, tu vas me quitter si tu vas ceci, cela. Ok, d'accord, regardons. Et le soir, la personne revient. Alors, ta croyance? Ah non, oui, mais demain peut-être que... Ok, regardons. Et comme ça amène quand même, non pas la personne en conscience, mais vous voyez son cerveau, à travers ses prédictions, à modifier les attentes par rapport à la réalité. Oui, d'ailleurs, on sait que lorsque on dit les choses, ça modifie nos pensées dans le cerveau, donc c'est certainement un exercice tout à fait efficace. On retrouve Thierry qui revient sur la question de la transparence, justement. Bonjour Thierry, merci de prendre la parole. Bonjour Brigitte et bonjour Monsieur Talman. Voilà, avant toute chose, si je peux me permettre, j'aimerais vous féliciter Brigitte pour votre dernier ouvrage, votre dernier bouquin que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Voilà. Merci beaucoup. Je vous compare à une icône de beauté comme Brigitte Bardot. Voilà, vous êtes une icône de beauté, de caractère au même titre qu'une Brigitte Bardot ou d'autres femmes qui ont été exceptionnelles. Voilà. Bon, vous avez bien fait de prendre la parole, Thierry. Voilà, donc je vais revenir un petit peu sur mon histoire, à savoir que j'ai rencontré une femme il y a quelques années de ça, une femme dont je suis tombé éperdument amoureux. Et quand j'ai rencontré cette femme, si vous voulez, je me suis ouvert totalement à elle, à savoir que lors de notre première rencontre d'ailleurs, celle-ci m'a emmené des albums photos de sa vie antérieure. Et moi-même, de mon côté, en m'ouvrant à elle, si vous voulez, on a feuilleté ensemble nos albums photos, retraçant un petit peu notre vie commune. Voilà, cette personne avait à peine 50 ans. Moi, j'avais 55 ans quand je l'ai rencontrée. Voilà. J'ai 58 ans aujourd'hui. Voilà, donc je me suis ouvert à elle par ce biais-là, par des photos. J'étais son deuxième partenaire. Elle avait eu qu'un seul homme dans sa vie, qui est malheureusement décédé d'un cancer. Moi, si vous voulez, j'ai eu une vie de jeune homme. Je l'ai rencontré, bien sûr, quelques personnes, et il se trouve que sur mes albums photos, de temps en temps, il y avait des personnes de ma famille et effectivement des jeunes femmes qui avaient été des compagnes de ma vie, quoi. Et ce dont je me suis aperçu petit à petit, c'est que dans ma relation, bien sûr, pas tout de suite, mais quelques temps après, que cette personne était vraiment une personne jalouse maladive. Et quand je dis jalouse maladive, il y a le mot malade dedans. Donc vous voyez ce que ça peut apporter derrière. Et le fait que je lui ai montré, si vous voulez, certaines, elle a vu tout de ses photos. Je suis passionné de photos. Donc j'ai eu fait par le passé des photos de charme, des choses comme ça. Donc si vous voulez, voilà, la compagne à l'époque m'a vu comme un chasseur, comme un prédateur, et comme cette personne était jalouse maladive, ça m'a conduit au pire. Voilà. Alors, d'une certaine manière, je suis pas sûre que dans le début d'une relation, il faille être aussi transparent, parce que montrer tout son passé, moi je suis pas sûre que ce soit la meilleure manière de construire un avenir avec quelqu'un, indépendamment même du fait que là en plus vous lui avez donné des arguments pour sa jalousie, mais de toute façon elle en aurait trouvé même si vous lui aviez pas montré votre album photo. De toute façon, une personne jalouse maladive, elle le devient de toute façon. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves Alexandre Talman? Si c'est la question de la temporalité, je vous rejoins dans le sens de laisser le temps de faire ses découvertes et puis progressivement ouvrir des pans, pourquoi pas.
Maintenant, le faire effectivement d'entrée de jeu au tout début de la relation, c'est pas exempt de risque. On le voit ici, hein, si la personne se révèle pathologiquement jalouse. Mais aussi, ça enlève un petit peu du charme de la découverte. On se doute bien que se dévoiler, hein, c'est à nouveau comme dans l'érotisme, se dévoiler, ça attise le désir. Par contre, se montrer directement tout nu, c'est peut-être pas la chose la plus attractive d'entrée de jeu. Et ça partait d'un beau sentiment, c'est-à-dire que vous étiez, vous l'avez dit, terriblement amoureux, et donc vous avez eu envie de vous offrir complètement à cette femme, j'imagine. Tout à fait. Oui, j'ai voulu m'ouvrir à elle et puis ne rien lui cacher, quoi. Et jouer la transparence, c'était en fait lui montrer que je ne lui cachais rien et voilà. Et pendant si vous voulez, nos 3 ans de vie commune, j'ai été droit comme un i. J'ai passé l'âge de jouer les jeunes séducteurs. Je suis plus un jeune séducteur, je suis un vieux. De jouer les vieux beaux et puis d'aller draguer à droite à gauche. J'étais très bien avec cette personne, mais si vous voulez, ça m'a conduit, tout ça m'a conduit au pire. Oui, mais indépendamment, de toute façon, n'ayez pas de regrets dans l'absolu, parce que de toute façon, la jalousie maladive, elle survient et elle devient un enfer, quoi qu'on fasse. Hein. Mais je pense que c'est toujours intéressant dans le début d'une relation de garder un petit peu de son mystère pour que ça donne envie justement de se découvrir tranquillement, doucement. Et c'est parce que finalement, c'est ce que je disais dans l'introduction de l'émission, hein, vouloir être transparent, vouloir tout dire, c'est très infantile au fond. Oui, c'est à nos parents hein, qu'on dit tout, parce qu'on croit qu'ils devinent tout justement. Il me semble, hein, Yves-Alexandre Talman. Et on apprend bien vite qu'il ne devine pas tout, et c'est ce qui crée de l'intimité. Si on réfléchit au terme intimité, c'est ce qui m'appartient et qui est inaccessible à d'autres personnes. Et quand je fais cette découverte, hein, que je peux cacher une information et que l'autre, les parents, ne devinent pas, c'est quand même quelque chose de hautement constructeur, hein, on va dire fondateur pour le psychisme. Cependant, j'ai l'impression que déjà depuis le début de l'émission, et cette idée de ne rien cacher, là aussi, elle mérite d'être un petit peu plus creusée, parce que nous, on parle ici de ne rien cacher pour laisser le charme de la découverte, pour laisser le temps se faire, le désir se manifester. Maintenant, si dans mon jardin secret, il y a des plantes toxiques, c'est pas du tout la même chose. Si quelque part j'ai des cadavres dans mon placard et que je les cache, quand l'autre le découvre, là, il va se sentir trahi, c'est tout autre chose. Donc, quand on dit ne rien cacher, c'est justement cette idée de... moi, je le formulerais comme ça. Quand l'autre pourra ou va découvrir ce que je ne lui ai encore pas dit, comment va-t-il réagir ? Est-ce qu'à ce moment-là, il va être horrifié, il va vouloir partir, ou au contraire, est-ce que ça va participer à plus d'intimité, plus de désir d'être ensemble ? Je crois plutôt que c'est cet aspect-là de ne rien cacher qui est important. Mais cacher... Oui, mais en même temps, j'entends bien ce que vous dites, Yves-Alexandre Talman, et je suis assez d'accord avec ça, mais... Par exemple, je prends un exemple un peu extrême, mais pour que justement ça questionne tout le monde. Imaginons que Thierry, vous ayez fait 3 ans de prison avant de rencontrer cette femme. Est-ce qu'on le dit tout de suite alors que ça peut la faire fuir ? Ou est-ce que si elle le découvre plus tard, elle risque d'être horrifiée qu'on lui ait pas dit ? Ça se discute, hein, sincèrement. Moi, je sais pas quelle réponse je vous donne, Thierry. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux ? Ça dépend pourquoi on les a pris les 3 ans de prison. Si c'est pour violence domestique, bien si c'est pour fraude fiscale, c'est pas tout à fait la même chose non plus. C'est assez drôle quand même ce que vous dites, Brigitte Lahaye, parce que si je peux me permettre une nouvelle fois, cette jalousie conjugale m'a justement conduit en prison.
Enfin, je veux dire en prison, en garde à vue, voilà. Ah oui, bah, c'est pas grave, en garde à vue. Oui, mais quand même. Cette personne. Elle a porté plainte. Porté plainte, voilà. Et toute cette histoire s'est terminée par des violences conjugales qui n'ont jamais eu lieu. Et en fait, ma compagne a porté plainte contre moi. Et quand on sait qu'aujourd'hui, la moindre violence conjugale, vous met en garde à vue. Il faut les combattre, et c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de femmes battues, donc il faut combattre ça, bien sûr. Mais si vous voulez, cette plainte. Oui, c'est curieux que j'ai eu cette piste-là qui justement. Ça me fait sourire. Non, mais là en l'occurrence, si vous rencontrez une femme, vous n'allez pas lui dire. Avec mon ex, j'ai eu droit à une garde à vue parce que ça serait contre-productif. Et, de toute façon, vous avez été accusé à tort, on l'entend bien. Oui, j'ai été acquitté en plus. La personne, on s'est bien rendu compte, tout ça n'était que foutaise, bien heureusement pour moi. Mais vous vous rendez compte, une histoire d'amour qui se termine à ce point-là parce que justement. La personne est tellement jalouse qu'elle elle vous fait des procès dans tout genre, etc., etc. Et cette jalousie peut devenir par moments de la paranoïa, et c'est ce qui se passait. Bien sûr. Ma compagne, je rentrais du travail, elle me disait aujourd'hui, je suis certain que tu as donné ton téléphone à des personnes au travail, etc., etc. J'ai vécu l'enfer sur les derniers temps, quoi. C'était quelque chose d'incroyable. Et comme je vous l'expliquais, le fait de jouer trop de transparence, de toute façon, je pense qu'avec une personne maladive, que vous jouiez la transparence ou non, de toute façon, vous êtes quelqu'un de pas clair, et vous allez tromper forcément. Une personne déjà qui est jalouse et qui manque de confiance en elle, forcément, elle va elle va à un moment donné vous trouver des choses qui n'ont pas lieu d'être. Mais encore une fois, et merci de ce témoignage, Thierry, parce que ça va nous permettre de donner de prévenir ceux qui nous écoutent. Quand on a affaire à quelqu'un de jaloux maladif, on le découvre pas tout de suite. Mais la première scène de jalousie, si elle n'est pas censée, il faut en faire tout de suite attention, parce que la deuxième sera un peu plus forte et encore moins sensée, et à ce moment-là il faut partir avant que la relation s'engage trop, parce que sinon en effet on est en danger, et on sait malheureusement qu'il peut y avoir même des crimes avec des jalousies comme ça paranoïaques. C'est le conseil qu'on peut donner, Yves-Alexandre Talman. Je le pousse encore un petit peu plus loin. La première crise de jalousie, même sensée, elle est de trop. Crise de jalousie, il n'y a pas. Par contre, expression d'un malaise, d'un doute, d'une insécurité, oui. Mais crise de jalousie, peu importe le déclencheur, pour moi, c'est déjà aller dans quelque chose qui fait office de violence. On parle de violence psychologique ici, ou peut-être de violence verbale, mais le mot crise avec jalousie me semble déjà symptomatique. Vous avez raison, absolument. Merci beaucoup Thierry, merci de votre témoignage. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Yves-Alexandre Talman est avec nous et on parle du jardin secret, de l'écoute aussi. Est-ce qu'on est obligé d'écouter son partenaire? On a bien compris déjà qu'il ne faut pas ramener trop les sujets professionnels à la maison, Yves-Alexandre Talman. Oui, c'est des sources de stress qui vont péjorer en fait la qualité de la relation de couple et même de famille, si les enfants sont autour de la table. Absolument. Sophie est avec nous maintenant. Bonjour, merci d'être avec nous, Sophie. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Talman. Bonjour. Bonjour. Alors le sujet du jour me parle. Et me parle d'ailleurs, je vais revenir sur le fait d'être à l'écoute de son partenaire qui me paraît essentiel. Alors pour commencer, moi l'idée d'un jardin secret, c'est quelque chose qui me terrifie. L'idée que mon partenaire ou mon conjoint puisse avoir un jardin secret, ça me terrifie. Mais bon, pour avoir fait beaucoup de travail personnel,
Je pense que c'est en lien avec la peur de l'abandon. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel j'ai dû travailler. Et malheureusement, à certaines époques de ma vie, j'ai eu des partenaires à qui je pensais pouvoir faire une confiance aveugle, et ça n'était pas du tout le cas. Et donc, oui, mais Sophie, jardin secret, ça veut pas dire une chambre où on a des aventures avec d'autres, hein. Non, mais ça a pris de telles proportions chez moi que le fait même de ne pas me parler de tout, pour moi, c'est déjà avoir un jardin secret. Ah bah oui, ça c'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc dans le sens où peut-être garder certains sentiments pour soi, ou garder cacher quelque chose qui pourrait être potentiellement dimensionnant. Voilà, c'est une idée qui me perturbe énormément. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être abandonné, il me semble, Yves-Alexandre Talman, non ? Dans le jardin secret, parfois on imagine ou on redoute que la personne va laisser justement des éléments, des pensées, des désirs, des actions qui vont l'éloigner de nous, hein, qui vont le faire partir et au final peut-être nous abandonner. Parce qu'autrement on a du mal à comprendre pourquoi ça reste secret, hein. C'est de nouveau au niveau des mots que ça se joue. Un jardin secret, qu'est-ce qu'on garde secret? Quelle information on ne va pas dévoiler? Pourquoi on ne la dévoile pas? C'est pour ça que le terme d'intimité est important. Oui, bien sûr, mais c'est là où on voit bien que le besoin de tout savoir sur l'autre, au fond, Sophie, c'est quand même un petit peu une possession quelque part, non ? Quelque part, oui. Oui, oui, je suis assez d'accord avec ça. Et c'est vrai que c'est très. Enfin, moi, je considère que j'ai beaucoup de chance d'avoir maintenant un conjoint qui me comprend, même si. Alors au début, c'était quelqu'un qui ne parlait absolument pas. Il n'avait pas du tout l'habitude de s'exprimer, ni de parler de ses sentiments, ni de dire je t'aime. Enfin, c'était une porte de prison. Et ben à l'usure, c'est quelqu'un qui a réussi quand même à beaucoup plus s'exprimer et surtout à beaucoup m'écouter. Et j'ai beaucoup de chance en ce sens-là, parce que j'ai l'impression qu'il comprend très bien cette peur que j'ai. Et je ne l'ai pas assommé de commentaires, mais bon, il est très perceptif. Et donc il prend les devants maintenant et il m'explique ce qu'il fait, pourquoi, où il va, comment. Je ne lui demande rien, c'est quelque chose qui vient de lui. Et donc il sait vous rassurer en fait. Oui. Et là, il continue à le faire, mais moi je n'en ai plus besoin, parce qu'on a une relation qui fait que je me sens parfaitement à l'aise maintenant. Vous avez confiance en lui? Complètement. On pourrait dire ça. Oui. Et si je peux revenir sur le fait de cacher des choses essentielles qui pourraient être considérées comme essentielles à son partenaire. Dans ma famille, on a connu l'inceste, on est 5 filles. Et dans ma famille, il y a alors au moins une personne, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je sais au moins une, qui a toujours refusé mordicus d'en parler à son conjoint. Et moi, j'ai toujours trouvé ça malhonnête, parce que c'est quelque chose de terrible. L'inceste, c'est quelque chose qui nous forme, qui nous informe, qui nous déforme, qui est à l'origine de décisions bonnes et mauvaises, qui explique des traumas, des phobies, etc. Et ne pas s'en ouvrir à quelqu'un qu'on est censé aimer, pour moi, c'est tout à fait nocif. Je ne sais pas ce qu'on pense. Oui. C'est encore une fois, tout dépend. Est-ce que c'est par honte? Est-ce que c'est par enfin bon, on ne sait pas qu'est-ce qui faisait qu'elle ne voulait pas en parler. Qu'est-ce que vous dites, Yves-Alexandre, à Sophie? Ça fait écho au témoignage d'un ami, un couple d'amis, où effectivement c'est ressorti très tard, peut-être après une trentaine d'années de vie commune, que le mari, donc le conjoint, avait lui-même subi une agression sexuelle de la part de son frère. Il avait gardé pour lui. Et ça a donné un clash dans le couple, quand la femme l'a découvert, elle a eu l'impression d'avoir vécu avec un étranger pendant ces 30 années. Donc, j'en ferai pas une règle générale, mais ça mérite quand même beaucoup de prudence et comment on va dire, de sensibilité. C'est vrai que c'est une information tellement
capital dans ce qu'elle décrit d'une personne et de son fonctionnement, que la taire complètement, ça questionne. Mais la prudence est de mise par rapport à ça. Oui, bien sûr, parce que tout dépend les raisons pour lesquelles on ne peut pas le dire. Parce que dans ce que vous dites, Sophie, on entend bien, elle ne peut pas le dire. Ça ne peut pas. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que si elle le dit, elle voit son partenaire comme étant un potentiel agresseur, par exemple ? Vous voyez, ça peut être une sorte de projection qui serait donc nocive pour le couple. Enfin, j'essaye de trouver une raison qu'on comprenne qu'à ce moment-là, elle n'a pas intérêt à le dire. Vous voyez. Vous avez sans doute raison. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'à l'époque où c'est devenu problématique, tout le monde le savait dans la famille. Oui, je comprends bien. Et donc, à partir du moment où tout le monde le sait et qu'il reste une personne debout qui dit foutaise que tout cela. Moi, je me mets à la place de la personne, je l'aurais très très mal vécu, quoi. Oui, mais c'est là où on voit toute la complexité de l'être humain, et c'est pour ça que moi je suis un peu comme Yves Alexandre, j'évite toujours de juger si on n'a pas tous les paramètres, quoi. Oui. Et là, en l'occurrence, elle-même peut-être ne sait pas pourquoi elle ne pouvait pas le dire. Je pense que vous avez raison. Oui, c'est fort possible. Oui. Mais vous voyez, ça, c'est le genre de choses qui, moi, que je trouve absolument insupportable. Et c'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup d'honnêteté, ce qui n'est pas facile Enfin, tout le monde peut se targuer d'être honnête, mais c'est notre paire de manches de lettres. Oui. Je crois que vous vouliez réagir, Yves Alexandre ? Oui, ça me rappelle en fait une autre anecdote. Il ne s'agissait pas d'inceste, mais de maladie. Je me souviens d'avoir discuté avec une personne dans un cadre plutôt anodin, et à un moment donné, cette personne me dit « Ouais, en fait, je suis atteint d'un cancer stade 4, mais personne n'est au courant. Ma femme, mes enfants ne sont pas au courant et je ne veux pas le leur dire. » Et en fait, il y a pas mal de personnes qui sont atteintes dans leur santé qui ne veulent pas communiquer cette information pour éviter après d'être perçues comme une malade. Donc, dans l'esprit de cette personne, c'est si je dis ça, on va changer le regard qu'on a sur moi et peut-être qu'on va avoir de la pitié, de la condescendance ou que sais-je, mais je veux pas être perçu comme ça. Donc, je garde pour moi. Et effectivement, là, le non-jugement me semble de mise. Chacun sa vie, chacun ses motivations. Mais parfois, c'est étonnant on le sait tous, le passager à côté de nous dans le train, dans l'avion, qui nous raconte des choses que même ses meilleurs amis ne savent pas. Ouais, parce que ça modifie pas le regard qu'on a sur cette personne, puisqu'on va plus jamais se revoir. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, c'est un sujet passionnant que nous abordons grâce à vous, Yves Alexandre Talman. Et bien sûr, on va continuer après les infos. Aujourd'hui, avec Yves Alexandre Talman, nous évoquons notre jardin secret et le fait d'être aussi toujours ou pas à l'écoute de son partenaire. Venez en parler avec nous, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue à mieux comprendre ce qu'il faut se dire et ce qu'il ne faut pas se dire avec Yves Alexandre Talman, qui est avec nous, psychologue spécialiste en développement personnel et auteur de nombreux livres, notamment S'accepter pour être heureux aux éditions Jouvence. Catherine nous rejoint, et je crois, Catherine, que vous avez votre journal intime. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves Alexandre. Oui, alors moi, le journal intime. Alors, tout d'abord, quelque chose que je n'ai pas dit à Zach. Moi, j'ai été élevée dans la culture du secret. Dans ma famille, c'était comme ça. C'est-à-dire que, notamment par ma grand-mère paternelle, qui me disait, Catherine, je vais te dire quelque chose, mais surtout, tu ne le répètes pas, tu ne le dis pas à ton père, tu ne le dis pas. Donc, c'était toujours comme ça. Et ça s'est perpétré avec moi, chez mes parents. Et moi, alors, ce journal intime, effectivement, c'était mon votre confident, oui. Voilà, avec moi-même, suite à des agressions sexuelles dont j'ai fait, malheureusement, dont j'ai été victime à l'adolescence. Donc c'était mon refuge, en fait, ce journal intime. Et ensuite, j'ai cultivé, en fait,
ça, cette espèce de secret, parce que bon, d'abord j'ai épousé un militaire avec qui j'ai vécu, un militaire de carrière. Et donc, quand on parle de l'armée, on parle de la grande muette. Donc, c'est là aussi, il y avait une forme de. Oui, je trouve votre. Oui, je trouve que votre façon de comprendre les choses est assez intéressante, hein, Yves-Alexandre Talman. Alors bon, j'ai été mariée 27 ans, je suis divorcée depuis 10 ans, mais avec donc mon ex-mari, on a cultivé, alors très inconsciemment aussi, hein, cette culture du secret, lui de par sa fonction, puisqu'il était absent, il était souvent en opération militaire à l'étranger 4 à 6 mois par an, c'est-à-dire seul, il partait 4 à 6 mois par an. Donc moi seule à la maison avec les enfants, voilà. Donc c'était un contrat tacite entre nous en fait, voilà. Moi j'assurais la base arrière et lui il était sur le front. Bien sûr. Mais et vous n'aviez pas à savoir ce qu'il faisait sur le front. Exactement. Je n'ai jamais demandé parce que de toute façon ça a été très vite énoncé par lui. Voilà. Donc au début ça m'avait choqué dans le sens où, parce que moi je venais d'un milieu, j'étais étudiante quand je l'ai rencontré, donc j'étais j'étais ouverte sur pas mal de choses et donc j'ai appris bien à mes dépens aussi à rentrer dans un certain moule et à n'en pas sortir, voilà, et donc à ne pas parler de certaines choses et à ne pas aller au devant de ces infos, surtout ne pas aller au devant de l'info. Donc tout ça s'est enchaîné au fil des années et puis mais aujourd'hui, je suis mon amoureux actuel, la rencontre que j'ai faite avec cet homme. Par contre, pour moi, c'est terminé la culture du secret, mais ça s'est terminé un petit peu avant, hein, parce que je n'ai pas non plus, j'ai dévoilé, si vous voulez, j'ai protégé ma famille, mes parents de ce que m'avait fait subir cet homme qui était un ami de la famille, et je ne l'ai fait qu'à, j'avais 40 ans passés, donc si vous voulez, je n'ai pas parlé, mais j'ai libéré la parole parce que c'était, ça devenait, comment dire, c'est plus qu'une urgence. Il fallait que je me sauve à tout point de vue dans ma vie. Donc, et c'est à partir de là que moi j'ai pu évoluer dans ma vie parce que j'ai entrepris un travail thérapeutique, psychothérapique. Mais ça, c'était après mon mariage. Donc, mon mari ne l'a pas su, mon ex-mari ne l'a pas su. Voilà. Et à partir de là, alors là, il y a plein de tous ces vous voyez, c'est comme un petit cube, c'est comme les puzzles, comme un puzzle, et tout s'est raccordé. Oui, mais je crois, Catherine, j'aime bien votre témoignage parce qu'on voit bien, vous êtes éduquée à garder le secret par votre grand-mère, vous le gardez volontiers, votre journal intime, vous ne l'avez certainement pas donné à lire à qui que ce soit parce qu'un journal intime, en principe, ça ne se donne pas à lire. Et en même temps, à un moment donné, vous réalisez que mettre des mots sur nos mots, bien, ça fait du bien, mais parce que à ce moment-là, vous étiez peut-être suffisamment construite pour pouvoir commencer à vous révéler, à vous dévoiler, pour reprendre votre expression, Yves-Alexandre Talman. On a l'impression que c'est plus facile quand on commence à être un peu en paix avec soi de se dévoiler, non ? Oui, et ce qui me frappe aussi dans ce témoignage, c'est le mot de culture du secret. Et quand on réfléchit à cette culture du secret, et même ça a été dit par l'auditrice, la grand-maman qui lui confiait une information en lui disant « mais tu ne vas pas le dire plus loin ». C'est ce qu'on appelle aussi des secrets de polichinelle, quelque part. Donc là, on est face à un secret quand même qui va perturber la communication. Vous savez, c'est comme les mines au sens antipersonnel du terme, donc tragique. C'est qu'on mine le terrain de la communication puisqu'il y a des informations qu'on ne peut pas dire. On est tenu au secret. Donc c'est pas comment dire ça, laisser certaines choses de notre intimité pour nous, de nous à nous. Mais c'est une sorte de complot, où certaines personnes disposent de l'information, mais empêchent que l'information soit divulguée, et notamment dans les agressions sexuelles, c'est typique de ceci. Si tu parles, alors voilà les conséquences qui vont s'abattre sur toi.
Et puis on voit bien quand vous ne parlez pas de cette agression que vous avez subie d'un ami, de la famille, c'est pour protéger votre famille au fond. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est pour les protéger. Et jusqu'au jour où j'ai libéré la parole parce que c'est moi parce que je suis tombée malade en fait. Donc c'est la maladie qui a fait que j'ai réagi parce que j'ai dit là maintenant stop, parce que c'est toi qui es en train de t'auto-détruire. Vous gardiez le poison en vous, c'est ça. Tout et donc simplement. Le poison, il m'a bien. Exactement. Il m'a bien atteint. Mais encore une fois, dans ce genre de choses, bien sûr qu'il faut parler. Je crois qu'on enfin la société le découvre. Mais combien de siècles on a tué justement les abus et les agressions sexuelles. Tout à fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon amoureux, on s'est parlé assez vite, on s'est dévoilé assez vite, mais pas parce que on a 60 ans tous les deux, donc je veux dire on n'est pas des petits jeunes, des perdreaux de l'année. Mais en même temps, vous l'appelez votre amoureux, et ça c'est très mignon. C'est mon amoureux. C'est comme ça qu'on dit quand on a une jeune fille, Catherine. Ah oui, mais parce que c'est l'amour c'est le véritable amour que je rencontre aujourd'hui. Voilà. Donc parce que vous êtes prête et puis voilà. Voilà, tout simplement. Et avec lui, et donc on a très vite parce qu'on a on a une connexion d'âme, ça s'est révélé très vite. Et donc on s'est raconté nos blessures personnelles, mais pas pour entrer dans les détails. C'est pas pour, c'est juste pour comprendre qui on était. Oui, et puis pour être en connexion aussi. Et c'est ça, tout à fait. Et voilà. Donc après, nous c'est vrai qu'on est dans la communication, mais je vous ai déjà eu, Brigitte, je vous ai raconté cette histoire où on n'a pas besoin de beaucoup se parler parce qu'on est dans cette connexion-là, assez émotionnelle et de la sensibilité, de nos sens. Mais en même temps, pour moi, je pense qu'il n'est pas nécessaire de tout se dire, puisqu'on vous parliez de la communication, parce que à partir du moment où ça n'ajoute rien, ou si ça devait venir blesser l'autre, ou parce que ça n'a aucune importance en fait dans ce qu'on va dire, ou ça ne va rien ajouter à la relation que l'on construit ensemble. Donc voilà, donc pas forcément tout se dire, faut parler tout dire. Par contre, être dans l'écoute, plutôt attentive et bienveillante, ça oui, parce que moi c'est comme ça qu'on fonctionne. Et voilà. Après, c'est pas nécessaire parce que moi je trouve que sinon on va noyer la relation de bavardage, de bavardage qui n'ont pas de raison d'être, quoi. Je crois que vous êtes assez d'accord avec ça, Alexandre Talman. Oui, et ça fait écho. Alors, c'est une petite histoire qu'on attribue, me semble-t-il, à Socrate, mais n'importe quel sage pourrait faire l'affaire, avec ce conseil de faire passer ce que l'on va dire dans les 3 tamis, les 3 filtres. Donc, est-ce que c'est vrai? Alors, ça peut être vrai, mais est-ce que c'est utile que l'autre le sache? Et ça peut être vrai et utile, mais est-ce que c'est bon qu'il le sache? Est-ce que ça lui fait du bien? Donc c'est vrai que ces 3 critères, la véracité, l'utilité et la bonté, peuvent aussi nous aider à mettre des filtres sur ce qu'on va dire et ce qu'on va garder pour soi. Absolument, c'est tout à fait une belle petite morale pour conclure ce témoignage, Catherine. Merci beaucoup. On fait une petite pause et puis on continue à évoquer justement son jardin secret avec vous sur Sud Radio au 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous continuons avec Yves-Alexandre Talman à essayer de comprendre s'il faut tout se dire. Bon, je crois qu'on a compris que non, il fallait pas tout se dire, mais se cacher des choses essentielles, c'est à double tranchant également. On retrouve Véronique qui est avec nous. Bonjour Véronique. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre. Écoutez, votre sujet m'interpelle parce que je me suis souvent posé la question à quoi servait la communication.
D'une part, dans mes études supérieures, j'ai eu un diplôme d'information et de communication, donc je me suis toujours posé la question pourquoi on communiquait. Et moi-même, déjà, je suis une personne qui parle peu, qui communique peu, et je me suis dit qu'on communiquait quand il y avait des problèmes. Et à part ça, je pense que l'action est quand même primordiale par rapport à la communication. C'est intéressant, j'ai envie de faire réagir Yves-Alexandre Thalmann sur ce que vous dites. C'est effectivement de nouveau des définitions de mots. Qu'est-ce qu'on entend par communication? Pour moi, il y a deux dimensions dans le terme. Il y a mettre en commun. Communiquer, c'est mettre en commun une information. Et là, ça renvoie plus, notamment, à trouver un terrain d'entente, à peut-être résoudre un conflit ou un différend. Mais il y a aussi un autre terme qui se cache, c'est le terme de communier. Communier, c'est être ensemble, c'est vivre ensemble, c'est faire une action ensemble. Et peut-être que cette communication-là, elle se passe de mots. Et ça rejoint le témoignage de l'auditrice précédente. On peut très bien communiquer, mais sans utiliser le langage. On peut être avec l'autre dans le silence, mais c'est un silence qui est riche. C'est une communication corporelle, en quelque sorte. Alors, l'auditrice tout à l'heure parlait de quasiment d'âme. Oui. Alors, on est dans ces dimensions-là, peut-être encore plus que le corporel, quelque chose de l'ordre d'un échange, mais qui ne passe pas par les mots. Ce qu'on retrouve aussi plus fréquemment chez les couples qui se connaissent depuis très longtemps. Il n'y a pas forcément besoin de mettre en mots certaines pensées ou pour échanger avec. On peut échanger dans le silence. Oui, c'est ça. Dans les couples qui se connaissent beaucoup, il y a beaucoup d'implicite et pas d'explicite. Et moi, ce qui me semble essentiel déjà dans la communication, bien sûr, il y a toujours un émetteur et un récepteur, et on reçoit par rapport à ce qu'on a en nous. Donc, c'est un peu bouger ce qu'on a en nous pour recevoir vraiment ce que dit l'autre. Mais c'est tout le problème du langage, c'est que quand on dit quelque chose à quelqu'un, est-ce qu'il entend et est-ce qu'il comprend réellement ce qu'on a voulu lui transmettre ? Moi, je pense ce qui résonne en nous, c'est notre histoire. Donc, c'est important de connaître l'histoire de l'autre personne pour la comprendre. Ça sert à rien notamment les liens que l'on peut avoir avec l'argent, parce que c'est quand même un problème essentiel dans les couples. Et c'est important de comprendre la notion d'argent et comment elle a été vécue dans l'enfance et comment elle transparaît encore à l'âge adulte, parce que ça, c'est un problème crucial quand même dans les couples. Dans la mise en commun, c'est quand même un élément important aussi. Les sentiments, bien sûr, mais le point d'achoppement, il est souvent sur l'argent. Ça semble du vécu, Véronique, dans ce que vous nous dites. Parce que les hommes parlent beaucoup d'argent. Moi, je me suis aperçue qu'ils en parlent beaucoup trop. Et moi, ça me dérange énormément. Et c'est quand même quelque chose qui ressort très, très souvent. C'est une monnaie d'échange, si je peux me permettre, l'argent, souvent dans les couples. Après, moi, je pense pas qu'il faille tout dire. L'essentiel est-il de tout dire? Moi, c'était un sujet que j'avais en philosophie au bac. Et vous voyez, comme quoi c'est une question philosophique. Et je me souviens très bien que j'avais dit non, bien sûr, l'essentiel n'est pas de tout dire. Ce serait plutôt un peu dans le style de pas s'expliquer et de pas non plus se plaindre. Vous voyez, à partir du moment où on se plaint pas, à partir du moment où on ne s'explique pas, la communication, elle est quand même réduite. Elle est réduite sur des projets, sur des désirs, sur des choses qu'il faut un petit peu révéler, parce que... Mais le drame, Véronique, souvent dans les couples, c'est qu'à force de tout se dire et de tout se raconter, et même des banalités, on enlève notre part de mystère qui est quand même ce qui garde l'attraction et le désir, quoi qu'on en dise. Et c'est ce qui tue beaucoup de couples qui sont depuis de nombreuses années à vivre ensemble et finalement qui deviennent... On a l'impression qu'on connaît tout de l'autre, ce qui n'est jamais vrai d'ailleurs, on connaît jamais tout de l'autre. Il suffit d'ailleurs qu'il y ait un événement important qui se passe dans le couple pour que tout d'un coup on soit surpris de la manière dont l'autre va réagir alors qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il réagisse comme ça. Mais ça donne l'impression qu'on le connaît par cœur et ça coupe quand même l'attraction et le désir. Vous savez bien, Brigitte, vous êtes bien placée pour le savoir, dans un couple, il y a quand même, ou même dans une relation amoureuse, il y a une partie de sentiment, il y a une partie de psychologique et il y a une grande partie de cinéma. Sinon, même dans la vie, il y a une grande partie de cinéma.
Sinon, à quoi? Mais on se joue un rôle à soi-même. Vous savez, Véronique, je crois qu'il faut être lucide aussi. Enfin, moi, en tout cas, je suis de temps en temps très surprise du rôle que je me joue. Je ne sais pas si ça vous arrive, Alexandre Talman, mais je crois qu'on même par rapport à soi, on se ment de toute façon. C'est tout le grand cinéma de l'être humain. Oui, j'ajouterais encore cette réflexion sur la dynamique de la personnalité. Parfois, on a tendance à croire qu'il y a en nous une sorte de noyau dur, qui nous sommes vraiment, le true self, le vrai soi. Moi, je suis plutôt, avec les scientifiques qui ont quand même abordé la question, à penser que nous sommes en évolution, nous sommes des êtres en changement, en évolution. Donc, quand bien même, je pourrais me connaître totalement et parfaitement à un moment T, c'est clair que demain, je serai déjà quelqu'un d'un peu différent, et donc je ne me connaîtrai pas encore. Et je pense qu'avec un partenaire, c'est exactement la même chose. Il évolue et nous évoluons, si possible, dans la même direction. Ça aide un peu. C'est mieux. C'est mieux, oui. Mais pour dire que cette idée de on a fait le tour à un moment donné me semble pas réaliste. Mais peut-être qu'on n'ait plus envie de découvrir de nouvelles facettes de l'autre. Je crois, soyons clairs, et je pense que c'est pas votre cas, Véronique, vous semblez assez lucide. Je crois que ça rassure beaucoup de gens de croire qu'on connaît tout de l'autre. Ça rassure, ça laisse à penser que puisqu'on connaît tout de l'autre, il ne nous échappera plus. Mais c'est évidemment une croyance qui rassure, mais qui est fausse. Qu'est-ce que vous en pensez, Véronique ? Je pense que c'est bien d'avoir encore des choses à découvrir, oui, de ne pas avoir toutes les facettes du diamant qui est devant nous. Sinon c'est triste. Mais oui, mais ça c'est parce que vous êtes assez confiante quand même dans votre estime de vous-même et dans l'autre. Mais quand on a peur de perdre l'autre, on a envie de contrôler et donc de tout savoir, et on se rassure en croyant qu'on sait tout de l'autre, mais c'est évidemment une croyance. Oui, mais là on le ternit à ce moment-là. Il faut laisser le soleil pénétrer sur la personne qu'on a en face de nous. Et ce qui est bien, c'est que la personne nous révèle et que nous révélons la personne. Je trouve que c'est ça la beauté, la beauté d'une rencontre. Mais moi, c'est ce que j'aime dans les rencontres qu'on fait, même en amitié, même professionnelle d'ailleurs. Chaque être qu'on rencontre modifie notre moi. Et ça, les neurosciences l'ont énormément démontré, mais c'est quelque chose qui reste encore assez complexe à comprendre pour beaucoup de gens. N'est-ce pas ? Je pense que oui, l'environnement joue beaucoup dans le développement personnel. Yves Alexandre. Oui, et on a en fait la représentation du couple. On aurait tendance, surtout avec les sites de rencontres à l'heure actuelle, à penser qu'on peut trouver la personne qui nous correspond le mieux, un peu comme deux pièces de puzzle qui s'adapteraient parfaitement. Moi, je préfère imaginer rencontrer quelqu'un qui va me transformer, alors peut-être me révéler une partie de moi-même, mais encore mieux me transformer, allez, j'ose le terme, me bonifier. Vous savez, on appelle ça l'effet Michel-Ange, puisque le célèbre sculpteur disait à l'époque que quand il choisissait son bloc de marbre, il voyait déjà la statue qui s'y cachait, et son travail n'était que d'enlever les scories pour révéler le Moïse ou peu importe la statue. C'est un petit peu ça l'effet Michel-Ange dans le couple. Une personne qui voit les bons côtés ou mes bonnes potentialités et qui m'amène à les actualiser et donc me transformer en mieux quelque part. Bon, si je rencontre une femme qui s'appelle Michaela et qu'elle est un ange, je vous la présente, Yves Alexandre Talman, c'est promis. Merci en tout cas Véronique, merci beaucoup. On se retrouve pour le Sexo Conseil, on va parler de la première expérience exhibition et puis vous continuez bien sûr à nous appeler. Vaste sujet, on voit bien que c'est pas simple finalement tout ce qu'on se dit depuis le début. Venez apporter votre témoignage et réagissez à l'émission en appelant dès maintenant le 0826 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Sexo Conseil.
Eh bien, Yves-Alexandre Talman, on va parler d'exhibition, de la première expérience exhibition. On sait que généralement les femmes peuvent être un petit peu excitées dans l'idée de se montrer. Hein. Alors, s'exhiber, c'est peut-être le mot est un peu fort. Et la première chose que je peux proposer, qui permet justement à une femme de s'exhiber un petit peu sans être impudique, si je puis dire, eh bien, c'est de la photographier dans une tenue un peu sexy, hein, que vous auriez exprès acheté pour elle. Et bon, faut bien sûr que vous achetiez quelque chose qui corresponde à votre partenaire, qui soit pas trop non plus sexy si elle est un peu pudique. Mais c'est une belle manière de lui permettre justement de s'exhiber un petit peu. Et à ce moment-là, c'est vraiment une séance photo qui sera programmée. La deuxième étape, mais ça, je crois que beaucoup de couples la connaissent, hein, c'est de proposer d'aller dîner dehors, mais avec une robe et sans culotte. Et vous êtes les seuls à le savoir. Mais rien que ça donne une sorte de tension érotique entre vous. Et puis la troisième étape, évidemment, c'est d'aller flirter derrière un buisson, dans une porte cochère, dans un ascenseur ou dans les toilettes publiques. Hein. Et c'est des petites choses qui vont pas très loin, hein, qui ne doivent pas forcément aboutir sur un rapport sexuel. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment juste l'idée de créer une petite tension érotique entre vous. Et c'est vrai que ça marche très bien. C'est évidemment à faire ensemble dans la complicité et dans le respect mutuel. Vous êtes d'accord avec ça, hein, bien sûr, Yves-Alexandre Talman. Je ne peux être que d'accord, mais je préciserai aussi, vous parliez de photographie, que c'est une étape un peu différente, mais qu'il y a des professionnels. Je parle même pas de photographie érotique, mais pour les personnes qui en ont fait l'expérience, ça a quelque chose de profondément, comment on pourrait dire ça, valorisant pour son narcissisme. Valorisant. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, un photographe arrive à faire sortir le plus beau de ses modèles, parce que c'est son métier, justement. Hein. Pas besoin de passer par les filtres d'Insta ou de n'importe quelle application, mais vraiment un beau travail. Par contre, ça nécessite d'avoir un regard externe, avec un objectif externe, hein, qui est porté sur nous. Oui, offrir une séance avec un photographe professionnel à sa dulcinée, ça peut être un très beau cadeau. Et ça, il en sortira une très très belle photo qui donnera confiance à cette femme, en effet. Oui, je suis tout à fait d'accord. Fabienne, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Yves-Alexandre. Bonjour. Vous m'entendez bien? On vous entend bien et on apprécie votre bonne humeur, Fabienne. Oui, déménager, c'est pour ça, là je suis en plein travaux, donc je me suis libérée un petit peu. Et le thème, oui, m'intéressait bien. Je trouve que c'est bien d'avoir un petit jardin secret, on n'est pas obligé de tout se dire tout le temps. Après, j'ai réfléchi un petit peu à une histoire que j'avais eue il y a 1 an et demi, 2 ans, où la personne, j'ai appris des choses après, donc il y a peut-être des choses. Alors c'est intéressant votre témoignage parce que justement on en parlait tout à l'heure de ce qu'il faut peut-être pas trop cacher parce que quand on le découvre après, on peut se sentir trahi. C'est ça que vous voulez dire? Exactement. C'était à propos du travail en fait. Il disait qu'il travaillait, en fait il était au RSA depuis 5 ans, donc j'ai pas trop aimé le mensonge. Là c'était vraiment du mensonge. Autant avoir un jardin secret, garder des petits trucs. On n'est pas obligé de dire tout ce qu'on fait à la personne avec qui on est. Mais mentir là-dessus, bon... Mais il avait peut-être honte de dire qu'il était au RSA, c'est toujours la même histoire. C'est ce qu'il m'a dit après. Oui. C'est ce qu'il m'a dit après. Bon, je ne l'ai pas quitté pour ça, mais il y avait d'autres choses qui n'allaient pas. Mais ça m'a... Vraiment, je me suis dit, bon, là, c'est quand même un autre truc, quoi. Et il vous disait qu'il faisait quoi comme métier? Alors, il était producteur, au départ. D'accord. Et donc pour en mettre un peu plein la vue, donc je sais qu'il l'a fait parce que j'ai rencontré des personnes qui ont travaillé avec lui, mais après il a coulé sa boîte. C'était pas un très bon producteur, oui. Il devait pas être top du top. Après il a fait autre chose, il a acheté des salons de coiffure, mais il a fait faillite. Enfin bon, c'est vrai que ça ne met pas trop confiance en lui, donc j'ai compris après pourquoi il m'en avait pas parlé, mais du coup.
il me rabaissait moi. Il me disait oui, t'es une coiffeuse de merde, une prof de yoga de merde, gna. Bon. Oui, mais là, on va dans quelque chose de. Il avait une très mauvaise estime de lui-même et donc il gonflait, si je puis dire, ce qu'il était. Et puis après, quand vous découvrez ce qu'il est, il vous rabaisse pour. Voilà. Oui. Et c'est vrai que c'est pas très agréable. Sinon, bon, moi, là, j'ai rencontré quelqu'un depuis le mois de novembre-décembre, avec qui ça se passe très bien. Bon. Pour l'instant. Mais est-ce que. Moi, je vous pose la question et puis je la pose aussi à Yves-Alexandre Talman. Est-ce qu'au fond, dans ce qu'il vous disait, il n'y avait pas quand même quelque chose qui sonnait un peu faux? Si, je ne savais pas quoi, mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui. Parce que j'étais toujours au début la plus belle, la plus intelligente, puis tout d'un coup, bing, ça redescendu, et là, je me suis dit, oula. Il y a vraiment quelque chose qui sonne faux, mais je voulais y croire parce que j'étais amoureuse en fait. Oui, bien sûr. Non, mais ça c'est quand on est amoureuse, on a des œillères, c'est bien connu. Ouais. Mais c'est vrai, Yves-Alexandre Talman. Est-ce qu'au fond, si on est vraiment honnête, est-ce qu'on se sent pas quand l'autre nous ment, parce que là, c'est carrément du mensonge. Hein. Ouais. On est au-delà du jardin secret ici. Oui, c'est plus effectivement. Alors moi j'ai l'impression que au-delà de sentir ou pas, parce que comme vous le disiez Brigitte, parfois on découvre bien après, même au décès d'un partenaire, certaines informations qui nous étonnent, qui n'étaient pas, qui nous ont jamais mis la puce à l'oreille. Mais dans ce témoignage, moi ce qui me surprend, c'est moins ce qui n'était pas dit que ce qui était dit. C'est-à-dire que du moment où on dévalorise quelqu'un, qu'on lui dit, je ne veux pas répéter ce qui a été dit tout à l'heure. Oui, c'était pas très agréable à entendre. C'est plus que pas désagréable, c'est vraiment de la violence verbale. Et oui. Là, effectivement, pour moi, c'est directement symptomatique. Hein. Amoureux, pas amoureux, la violence verbale nous dit tout autre chose. Hein. On n'est plus dans le registre de l'amour, on est dans un registre totalement différent. Donc ça ne veut pas dire qu'on quitte séance tenante la personne, mais ça veut dire que séance tenante, on lui dit non, stop. Ça, je ne veux pas l'entendre, plus jamais. Ouais. Donc soit on change, soit tu changes, soit il y aura des conséquences. Mais de laisser passer parce qu'on tient à l'autre, etc. C'est s'aventurer sur un terrain qui justement prépare la suite, comme vous le disiez, Brigitte, la petite crise de jalousie qui amène la suivante. Donc là, petite violence verbale qui amène les suivantes. Mais là, c'est une question de respect de soi, en fait. Tout simplement. Et même amoureuse, on doit continuer à se respecter. C'est-à-dire qu'on doit toujours être la personne la plus importante pour soi, même amoureuse. Oui, c'est vrai que j'ai laissé passer trop de choses et après, j'ai eu du mal à m'en remettre. Mais bon, voilà, ça va mieux maintenant. Oui. Et c'est vrai que je suis pas une menteuse, mais j'ai des petits jardins secrets. On n'est pas obligé de tout se dire. Et la personne avec qui je suis, c'est pareil. Voilà, je lui pose pas des questions. Qu'est-ce que tu as fait? T'étais où? Avec qui? Voilà. Non, mais entre ne pas tout se dire et puis se raconter des histoires, il y a quand même un fossé. Hein. Bah voilà, là je sais que c'est quelqu'un qui ne ment pas. Quoi. Je sais très bien où il en est dans sa vie, qu'est-ce qu'il fait comme travail et tout. Et d'ailleurs, il est toujours à m'aider, il fait plein de choses pour moi. Il est présent, quoi. Je vois pas de carton rouge, quoi. Oui, mais je crois que oui, le carton rouge, c'est une expression que j'utilise souvent, Yves-Alexandre Talman, parce que je dis quand il y a un carton rouge, c'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne correspond absolument pas à ce qu'on peut supporter chez l'autre, c'est pas la peine d'insister, c'est pas la peine de continuer, parce que de toute façon, c'est voué à l'échec. Ou alors on continue en sachant qu'on prend juste du bon temps, mais qu'on ne pourra pas s'engager avec cette personne. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine? J'aime bien cette image de carton rouge et pas de carton jaune, parce que souvent on y va avec les cartons jaunes, c'est-à-dire on avertit. Mais le carton rouge, c'est expulsion, c'est hors du terrain, la partie est finie. Je crois que c'est ça vraiment les messages aussi qu'on peut donner en prévention aux jeunes qui vont se lancer dans la vie affective, c'est qu'il y a certaines limites, on ne les franchit pas sous aucun prétexte. Et le sous aucun prétexte est vraiment intéressant. C'est comme sur le terrain de foot, il y a certains gestes qu'on ne fait pas, et si on les fait, c'est carton rouge, et puis c'est dehors. Finalement, il y a une règle du jeu amoureux, en quelque sorte.
il y a des règles de jeu partout. Comme on joue un rôle, on revient un peu à cette idée de cinéma ou de théâtre, mais pas dans le sens de mentir, jouer la comédie, dans le sens de règles. Il y a des règles de bienséance, de respect envers soi, envers les autres, qui fait que si on ne les respecte pas, on se met hors jeu. Et on le voit quand la société tolère et ne nous met pas hors jeu. Voilà, on va pas reprendre sur ces affaires qui défraient la chronique, mais ça peut aller extrêmement loin avec des conséquences vraiment catastrophiques. Bien sûr, bien sûr. Donc, merci Fabienne de ce témoignage, et puis je vous souhaite d'être heureuse avec ce nouveau compagnon avec qui finalement tout a l'air d'aller très très bien. Merci beaucoup. On va faire une petite pause et on va conclure dans un instant avec vous. Demain, avec Hélène Vecchiali, nous évoquerons les signes, les livres, les films qui ont changé votre vie, à moins que ce soit un ami, un événement de vie. Venez en parler avec nous. 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. On retrouve Yves-Alexandre Talman, psychologue spécialiste en développement personnel, auteur de nombreux ouvrages, et on attend avec impatience le prochain, sur la culpabilité, sujet que vous maîtrisez bien puisque vous avez déjà écrit sur ce sujet, et ce sera d'ailleurs le prétexte d'une prochaine émission, parce que c'est vrai que la culpabilité, elle est très prégnante chez nous, et elle est forcément toxique quand elle est trop forte. C'est exactement ça. Et effectivement, là, on a de nouveaux outils, à savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on s'est rendu coupable, et qu'est-ce que l'on fait quand on ne s'est pas rendu coupable, mais qu'on a l'impression de l'être. Et c'est vraiment cette distinction qui va être au centre de l'ouvrage, puisque c'est pas les mêmes comportements, bien sûr. Évidemment, et ça touche pas les mêmes gens aussi, j'imagine. Bruno est avec nous. Bonjour Bruno. Bonjour Brigitte et bonjour Yves-Alexandre. Bonjour. Alors, quand on parle de relations amoureuses et de relations de couple, et qu'on parle de jardin secret, moi j'ai une contrainte ou un contexte qui fait que j'ai 55 ans et 5 enfants, dont les 3 derniers avec ma femme, mais qui ont entre 1, 5 et 7 ans. Et donc, avant de parler de jardin secret, on a déjà du mal à avoir un jardin intime tous les deux. Les nuits sont courtes, les journées sont courtes, et beaucoup d'activités et beaucoup d'attention à s'occuper, avec joie d'ailleurs, de toute cette famille. Comme il y a un travail au milieu, et qu'on a déjà beaucoup de mal à avoir de l'intimité, donc à avoir vraiment conservé pour soi-même un temps exclusif, régulier et pérenne, c'est une gageure. Oui, bien sûr. Mais quelque part quand même, Bruno, même si j'entends bien, et vous avez raison, il vous reste peu de temps disponible, si je puis dire, mais quand même, quand on est avec quelqu'un qu'on aime et avec qui on est bien, on peut parfois avoir des pensées et pas forcément avoir envie de les partager avec la personne avec qui on est bien. C'est ça aussi le jardin intime, non ? Là, c'est presque un prérequis. Et là, j'accorde la réciprocité. Bien sûr, bien sûr. Parce que la question... Même au-delà de l'accorder, c'est que pour moi, c'est un fait. Enfin, oui, mais excusez-moi, je vous coupe, mais c'est parce que j'ai quelque chose de très concret à dire. Oui. Cette phrase « à quoi tu penses », moi, je trouve qu'on devrait presque jamais la prononcer à notre partenaire, non, Yves-Alexandre Talman ? Parce que si l'autre n'a pas envie de nous le dire, pourquoi poser cette question ? Peut-être que c'est pas la question qui est indiscrète, mais c'est la réponse qu'on donne. Donc, si on demande à l'autre « à quoi penses-tu » et puis l'autre personne dit « écoute, ça m'appartient » ou bien « j'ai pas envie de le partager » puis qu'on dit « ok », alors tout va bien. Mais par contre, si on dit « ah, mais tu me caches quelque chose, ah, mais tu fais des cacoteries » ou si on répond à rien, je ne pense à rien, pourquoi tu me poses cette question ? Non, mais... C'est aussi possible qu'on ait des pensées simplement qui nous traversent l'esprit sans qu'on y réfléchisse, comme quand on rêvasse, qu'on est dans la lune. Pourquoi pas ? Alors c'est à qui tu penses qu'il ne faut pas poser comme question. Tout à fait, je pense que c'est l'intention qui compte, comme dans beaucoup de cas. Et si dans la question à quoi tu penses, c'est livre-moi et rassure-moi sur le fait que tu ne penses qu'à moi et à aucune autre personne
Là, c'est sûr que oui, c'est indélicat et ça c'est un non-sens. Si c'est une phrase de rebond, permettant simplement de dire de relancer un sujet de discussion et de rebondir dessus, c'est beaucoup plus anodin. Donc, je crois que l'attention compte beaucoup dans la question, au-delà de la réponse. Oui, mais ce serait à ce moment-là, tu en penses quoi? Tu vois, ça serait déjà autrement. Parce que à quoi tu penses? Vous avez tout compris, Bruno, comme vous me dites. Est-ce que tu penses qu'à moi, quoi? En gros, c'est ça qu'on attend comme réponse quand on pose la question à quoi tu penses. Et c'est pour ça que c'est une question qui montre bien qu'on a besoin d'être rassuré. Il me semble. Non. C'est souvent le cas hein, dans ce qu'on dit depuis maintenant un moment. Derrière le ne pas tout dire, il y a la peur que l'autre ait des pensées qui l'amèneraient ailleurs, ou des projets, ou qui nous cachent des choses, des actes. Et donc on cherche à se rassurer. Mais du moment où on peut vivre avec cette incertitude, hein, tolérer l'incertitude, ma foi c'est la vie, on fait confiance. Notez bien qu'on fait confiance quand on ne sait pas. Quand je sais, je ne fais pas confiance. Je fais confiance quand j'ai des doutes, mais que je choisis de faire taire mes doutes. Donc dans ce sens-là, ça nous permet aussi de tolérer cette incertitude grâce à cette confiance. Ça ne veut pas dire aussi qu'on ferme les yeux, on les garde ouverts, mais on n'a pas besoin de se rassurer en permanence en posant des questions sur toutes les pensées qui traversent l'esprit de notre partenaire. Je pense qu'il vaut mieux d'ailleurs s'en tenir à comment on est ensemble plutôt que de se projeter sur des questions hypothétiques de qu'est-ce qui se passerait à l'extérieur, de fait. Oui, bien sûr, vous avez... C'est plus intéressant et plus productif de parler de ce qu'on fait dans le couple, de ses désirs et de la qualité de la relation. Parce que ça, on parle de choses concrètes et sur lesquelles on peut agir, plutôt que de commencer à extrapoler sur la vision de l'autre. Et moi, ma vision là-dessus, je suis assez, entre guillemets, fataliste. C'est un peu comme d'ailleurs la vie. Je vais mourir un jour, mais j'y pense pas tous les jours. Et en tout cas, je conditionne pas ça à chaque instant. Donc, mon couple va bien, on est heureux. Est-ce que ça peut s'arrêter un jour? Oui. Est-ce que je peux absolument l'en empêcher? Non. Est-ce que je peux faire en sorte que ça n'arrive pas, en tout cas, de œuvrer? La seule chose que je peux œuvrer, c'est qu'on ait une bonne qualité de relation. Bien sûr. C'est très sage ce que vous dites, mais c'est certainement parce que vous êtes suffisamment en confiance, si je puis dire, justement. C'est le privilège du temps qui passe, ayant un peu vécu aussi. Parce que certainement que plus jeune, j'étais dans une réaction qui n'était pas tout à fait la même, et en effet dans une, pas toute puissance, mais certainement une incertitude, et même à la limite quand on est tombé une fois ou deux, soit on se dit qu'on ne veut plus jamais marcher, ou soit on se dit oui ça peut arriver, mais j'aime tellement marcher que je vais continuer à marcher, en sachant que je peux tomber et donc qu'on peut se relever. Je crois que vous êtes assez philosophe, bravo Bruno. Qu'est-ce que vous en pensez, Yves-Alexandre Talman? Oui, et je pourrais même rebondir sur la première partie de l'intervention de Bruno. On a parlé de jardin secret, mais seul. Et puis là, ce qui apparaît, c'est le jardin secret partagé. Autrement dit, les parents vis-à-vis des enfants. Mais en fait, on peut reproduire la même dynamique et de le dire aux enfants. Vous savez, les parents, ils ont une vie qui leur appartient. Et vous n'y avez pas d'accès. Moi, je symbolise ça par la chambre à coucher. Ça, c'est le lieu sacré. La porte, elle est fermée. Les enfants n'y rentrent pas sous aucun prétexte parce que dans cette chambre, on fait des choses où les enfants ne sont pas tolérés, tout simplement. Donc, on peut reproduire cette notion du jardin secret, certaines informations qu'on ne partage pas, ou qu'on partage qu'avec certaines personnes, l'intimité, aussi à la dimension de couple, dans la famille. Après, on peut l'extrapoler, même un petit peu plus loin. Le jardin secret ou l'intimité n'est pas forcément une question de solitude, d'être seul à l'intérieur. Oui, alors Bruno, vous réagissez ? Moi je pense, en tout cas ça m'a fait rebondir sur cette nécessité parce que moi je suis plutôt quelqu'un qui aime vivre en couple et qui est plutôt vécu globalement toujours en couple régulièrement et plutôt
pas fusionnel total, mais qui a une tendance à pouvoir être très à l'aise à être avec quelqu'un en permanence. Il y a des gens qui sont plus indépendants. Moi, j'ai moins cette tendance-là. Mais oui, il est important, ceci dit, de rester de temps en temps, tout le temps quand même une personne individuelle, malgré tout. Malgré ma tendance à vouloir être avec ma femme le plus souvent possible et d'être très heureux d'être avec elle le plus souvent possible, c'est une nécessité d'être aussi une personne pleine et entière seule. Mais donc, on est un peu seul. Oui, mais ça veut dire que vous n'êtes peut-être pas dans la fusion au sens où on l'entend souvent, c'est-à-dire que vous êtes plutôt dans la capacité à partager votre vie avec quelqu'un parce que vous êtes assez souple, certainement, hein, vous n'avez pas vos petites affaires, vous n'êtes pas trop obsessionnel, si je puis dire, mais en revanche, vous restez vous-même et vous acceptez que l'autre reste soi-même. Donc ça, c'est l'idéal, hein, c'est que vous êtes certainement quelqu'un avec un attachement très sécure. Et donc tout va bien, et votre compagne certainement aussi. Donc là, il n'y a pas de difficulté. Les gens qui sont dans la fusion sont quand même souvent des gens qui vont être très dans la capacité à renoncer à leur propre autonomie pour être vraiment toujours dans la dépendance affective. Donc je crois je pense pas que vous soyez quelqu'un dans la fusion au sens où on l'entend souvent. Oui. Oui, et alors ça me rappelle plutôt une situation que j'ai connue dans un autre couple où il y avait plus ça et de mon ex-femme qui était là-dessus aussi, qui était elle très fusionnelle, justement parce que très insécure, pensant qu'à chaque fois elle devait sacrifier pour atteindre quelque chose de magnifique, et donc à la fin elle m'en faisait des reproches. Donc j'aime bien, je préfère aujourd'hui des choses beaucoup plus apaisées. Je crois que vous avez trouvé la bonne personne, et merci de ce témoignage. Yves-Alexandre Talman, merci beaucoup. Donc on a surtout eu la question de la transparence du jardin secret, on n'a pas tellement eu la question de la plainte, hein, mais vous l'avez dit, hein, on peut écouter, mais point trop n'en faut. C'est ça. Quand notre écoute amène l'autre à continuer à être dans une sorte de cercle vicieux de pensée d'où rien de bon ne sort, peut-être que c'est le signal que notre écoute a atteint sa limite, et puis que voilà, autre chose va être, on va dire, plus adéquat dans le terrain relationnel à ce moment-là. Eh bien, merci en tout cas Yves-Alexandre Talman de ces 2 heures que vous nous avez consacrées. Tout de suite, vous retrouvez Alexandre Delevanne qui va vous écouter, bien sûr, sur Sud Radio dans C'est votre avenir. Et demain, nous serons avec Hélène Vecchiali. À demain. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.